Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast éthique, le podcast qui met en avant des entrepreneurs ou des professionnels plus largement engagés, qui font des choses qu'ils aiment avec passion, éthique, solidarité. Et la preuve, ils viennent ici pour en parler, pour partager avec nous un peu de leur savoir, un peu de leur connaissance. Et aujourd'hui, j'ai un invité un peu particulier et je suis très content de l'avoir avec moi parce que c'est aussi un ami, Merwan Chetir, qui a un parcours incroyable. Donc on va beaucoup parler de son parcours, mais aussi de son métier, parce que moi, c'est un métier qui me fascine. Mais c'est lui qui va nous présenter tout ça. Comment tu vas, Merwan? Ça va, merci Delali pour l'invite, c'est cool. Ça va bien? Ça va nickel, je te remercie. En direct du Luxembourg, il fait beau, c'est cool. C'est bien, t'es au Luxembourg, tu vas nous expliquer. Bon, je vais tuer le suspense, hein, donc Merwan, il est archéologue, hein, et, Exactement. nous, on s'est connus, tu vas revenir sur ton parcours, mais nous, on s'est connus en fait Ouais. à Londres, hein. J'étais de passage à London il y a 2 ans, je crois. Maintenant déjà, Il y a 2 ans, ouais, c'est ça. ça Ouais. remonte vite, un mois d'août, un petit week-end comme ça, puis sur LinkedIn, je poste qui est dispo à Londres, machin, et puis Merwan, il me dit, moi, je suis dispo. On avait deux, trois connaissances en commun, on se capte. On déjeune, on a une passion commune pour l'histoire, même s'il connaît beaucoup mieux que moi, il connaît bien bien mieux son histoire que moi, mais j'aime beaucoup ça aussi. Et du coup, j'avais jamais fait le British Museum, et je dis à Merwan, ben allez, on y va, on fait un petit peu de queue, on y va, puis on se fait l'après-midi au British Museum, et je prends mon Mm. train pour Paris le soir. C'était vraiment un moment qui restera gravé pour moi. Mais Merwan, raconte-nous un peu, toi tu viens d'où, t'es né où déjà, t'as grandi où? Ouais. Alors, je rebondis sur notre petite rencontre qui a été exceptionnelle pour moi aussi, hein, je tiens à le préciser. Vraiment plaisir plus que partagé et la connexion qui s'est faite a été vraiment, vraiment super. Alors moi, je m'appelle Merwan, comme tu as dit. Moi, je viens de Nilon à la base, un petit quartier populaire qui s'appelle Chenôve, exactement, où j'ai grandi, on va dire, avec les moyens du bord, parce que c'était pas facile. J'ai été élevé par une mère seule avec ses 3 enfants, donc je suis le plus grand des frères. Et puis, eh ben, en fait, ça a été un petit peu un concours de circonstances, d'arriver à ce rêve qui était d'être archéologue aujourd'hui, et de kiffer, après avoir fait et travaillé dans plusieurs pays. Donc voilà, pour résumer, très rapidement, j'ai pas été très bon en cours. On m'a très vite dit: «L'archéologie, faut que tu zappes» et puis, ben, à force de persévérance, on continue de croire à son rêve et puis, on finit par le toucher et l'exercer. Donc toi, c'est quoi le... Comment... T'as des frères et sœurs déjà, Merwan, rappelle-nous. Ouais, ouais, ouais. J'ai 2 petits frères, Donc trois fratries, trois garçons. c'est ça, c'est Donc ça. t'as grandi dans le quartier, quoi. Et les études, c'est pas trop ça. Cette envie de d'archéologie, elle te vient quand dans ta vie? Assez tôt, en fait, parce que, il y avait une forêt au-dessus de chez moi qui s'appelait le plateau de Chenôve et il y avait des fossiles, heu, de dinosaures et ma mère m'emmenait là-bas et elle me disait: «Écoute, avant il y avait la mer et tout, je ramenais des pierres», elle me disait: «Les pierres, c'est dehors», mais en fait, si tu veux, il y avait la curiosité plutôt. C'était vraiment cette curiosité-là qui m'animait. Et puis ensuite, j'ai compris, ce que c'était que le métier d'archéologue, bien plus tard. Mais au début, c'était ça, c'était de la curiosité, de savoir aussi à l'école, les Égyptiens, les Romains, les Grecs, savoir qu'il y avait, il y a 3, 4, 5 000 ans, on allait rarement au-delà, des hommes en fait comme nous qui, bah, vivaient, évoluaient, construisaient, il y avait des technologies, une civilisation. Et que ces civilisations-là disparaissaient des fois, ou l'héritage que ces civilisations pouvaient nous laisser et qu'on a encore aujourd'hui. Les pyramides d'Égypte, les aqueducs romains pour acheminer l'eau, qui sont encore, utiles aujourd'hui. Tout ça, en fait, m'animait, mais j'avais le pourquoi très, très facile. Ma mère, je la saoulais. Je disais: «Maman, pourquoi ci, pourquoi ça?» Elle me disait: «C'est comme ça, c'est bon, laisse-moi, j'en ai marre, arrête». Donc voilà comment c'est né, si tu veux. C'était au départ une curiosité, vraiment, insatiable. Mais toi, au niveau de tes études, t'es allé jusqu'où en fait? Et dans quel domaine? Alors moi, j'ai un master en archéologie, Ouais, mais avant donc un ça, bac+5. je voudrais qu'on revienne avant l'archéologie. T'étais dans quel domaine OK. d'études en fait?
Rien à voir, rien à voir. J'ai fait, moi, alors, si vraiment, j'ai fait donc mes classes principales jusqu'au collège. Lycée, après, j'ai fait STG, donc STMG aujourd'hui, sciences technologies de la gestion à l'époque, option ressources humaines. C'était ça vraiment, le bac que j'ai validé, vers quoi je m'orientais, donc BTS, communication, marketing, et cetera. Et puis en fait, j'ai pas du tout kiffé et en parallèle, moi, je faisais de la danse, je faisais du break, à un certain niveau et puis, je me suis complètement réorienté, là-dedans où, je suis parti à Lyon, faire, une école de sport qui à l'époque, pouvait m'amener à devenir éducateur sportif pour, lancer un business dans le breakdance parce que le breakdance n'avait pas la place qu'il a aujourd'hui, à savoir les JO qui ont été faits en 2024. Là, je te parle de ça, c'était 12 ans avant. Donc on n'y est pas encore du tout. On est encore au balbutiement, de la, médiatisation telle qu'on le connaît aujourd'hui. D'accord. Et donc du break, du sport, à quel moment finalement tu rattrapes le wagon de l'archéologie au niveau de tes études? Comment tu fais la À mon transition? re À mon retour, en fait, parce que l'école de sport était sur 2 ans et puis j'étais endetté déjà à ce moment-là, puisque la première année coûtait 4 000 € et on m'avait fait miroiter que la deuxième, si je bossais bien, je pouvais avoir des bourses. Et en fait, c'était pas du tout vrai. C'était 5 000 la deuxième année, puis ma mère, moi, elle était femme de ménage à l'époque, donc impossible de contracter un prêt, que ce soit pour moi ou même qu'elle puisse le faire, étant donné qu'elle avait pas les ressources nécessaires et elle s'était déjà, pardon, portée garante une première fois. Donc en revenant chez maman avec mes frères, je me suis dit, j'avais quoi? J'avais 20 ans, 21 ans, un truc comme ça. Et je fais bon ben qu'est-ce qu'il y a qui me fait encore kiffer, qu'est-ce qui me fait vibrer? Et j'ai repris ce rêve d'enfant qui était de devenir archéologue. Et puis j'ai fait ben tiens, j'ai un bac, je peux rentrer à l'université, je vais tenter une fac d'histoire. Et je fais une première année, je la loupe, parce qu'en STG, t'apprends pas les commentaires de texte, t'apprends pas les dissertations, et là on te demande d'en faire pendant 4 heures. Donc je fais une première année, enfin je refais une seconde première année, je redouble encore. Et là, je vois Histoire de l'art archéologie avec ma mère à côté qui me dit le temps il passe, fils. À ce moment-là, j'ai 23 ans. Et je fais bon, bah, Histoire de l'art archéologie, on va tester. Puis les seules formes d'art que je connaissais, c'était la musique et la danse. Cinéma, architecture, peinture, sculpture, j'en avais rien à secouer. J'étais allé une fois au Louvre, gamin. J'attendais que la guide elle finisse son speech et je me barrais. Et puis l'archéologie, je pensais que c'était les dinosaures et en fait, c'est l'histoire de l'homme. Et en arrivant là-bas, en fait, je prends une claque monstrueuse et puis, ben, je valide ma première année, je passe ma deuxième année, la troisième, je vais la faire à Rome, en Italie, où je me retrouve à avoir des cours au Colisée, au Vatican, Et c'est un truc de fou. D'autant que là, je touchais vraiment, tu vois, j'étudiais pas les sites archéologiques ou le Colisée à travers un écran où, c'était pas projeté non plus. Là, je touchais le Colisée en pensant en plus la première fois qu'on allait faire le tour, mais on avait nos passes, on allait à l'intérieur, c'était encore mieux. Et puis tu prends un peu de recul et tu te dis, mais toi, d'où tu viens? Et là, ce que tu fais, alors que toute ta scolarité, on t'a dit que tu n'y arriveras jamais, tu te dis, c'est un truc de fou. Donc je finis par valider ma licence à Rome, en italien, je précise aussi. Je reviens ensuite, je pars à Bordeaux, il y avait 10 places, je suis pris. Et sur les 10, bah, je pars derrière faire un stage au Danemark où enfin, je fais des analyses de fragments de bouquins empoisonnés d'époque du Moyen-Âge. Je pars sur l'île de la Réunion pendant 6 mois où je me retrouve avec mon boss de l'époque qui me dit on va chercher un pénitencier pour enfants en pleine jungle. C'était inimaginable en fait. Et j'étais en plus payé pour ça, donc ça prend encore une autre dimension où tu te dis bah en fait se lever tous les matins pour faire ce que t'aimes, bah là ton cerveau il dit mais en fait tout est prérequis, tout ce qu'on t'a dit, tout ce qu'on t'a répété, au-delà de t'en être servi comme moteur, bah tu te dis en fait surtout c'était faux et j'ai bien fait de pas les croire ces gens. Et puis bah, finalement, j'ai fini par valider mon master en mention très bien, tu vois. Donc tu as un bac STG, STMG validé au rattrapage et un master validé mention très bien. Et là, la balance, elle est monstrueuse en fait, elle est super. c'est génial, incroyable. Et on sent la passion dans ton discours quand tu racontes bah, tes premières expériences, ce que tu as vu, etc. dans tes stages. Euh, T'as des sources d'inspiration? Quand tu étais plus jeune, comme ça, quand tu regardais la télé, c'est quoi un peu tes héros ou ceux qui t'ont donné envie encore plus de faire de l'archéologie? Il y avait pas d'héros en fait. Même si on va cataloguer très vite à Indiana Jones, Voilà, je Alan pensais à lui, Quatermain, je pensais les à gens lui. comme ça, Sidney Fox l'aventurière, mais si tu veux, c'était plutôt les récits d'aventure et pas les personnes qui incarnaient. Je me suis jamais dit je vais être Indiana Jones, tu vois, je m'en foutais de ça. Moi, ce qui me faisait vibrer, c'était
putain, en fait, je me disais, le mec, il part en pleine jungle amazonienne, puis il va chercher des trésors. C'était ça qui me. Je voulais être à sa place, si tu veux. Je voulais pas être Indiana Jones, je voulais être à la place d'Indiana Jones. D'accord, donc ouais, directement prendre sa place. Tu les as tous vus les films C'est ça. d'Indiana Jones d'ailleurs? Ouais, je les ai tous vus, ouais. Alors c'est lequel le best? Ah, et les crânes de cristaux, c'est pas mal quand même. Attends, Crâne C'est de pas mal. cristal, La légende du crâne de cristal. c'est avec son fils, non? C'est avec son fils. Et, Ah, euh, pourtant et ça, ça j'ai. il est critiqué celui-là, hein, tu sais. Ouais, mais je sais pas, je sais pas, j'ai apprécié l'ambiance, j'ai apprécié le concept. Après, j'étais un gros fan aussi de Benjamin Gates à l'époque. Et, euh, et puis le gaming aussi, Uncharted, Assassin's Creed, ces trucs-là qui te Ouais, ramènent en fait dans le passé. Ça, c'est, ça, c'est Assassin's quelque chose, Creed. ouais, où vraiment, Moi, j'ai pas Assassin's Creed, joué. ouais, Le seul que j'ai vraiment fait, c'est Odyssey. Donc en ouais, Grèce, ouais, il est époustouflant, hein. La reconstitution de la Grèce, elle incroyable. est. C'est monstrueux. Moi, j'avais fait le premier déjà à la base, donc pendant les croisades. D'autant que pour faire le parallèle, moi j'ai des collègues, dont un aujourd'hui qui est syrien, qui a travaillé à Masyaf, donc là où tout a démarré dans les croisades avec Assassin's Creed, etc. Donc ouais, c'est une dimension vraiment très historico-archéologique, gaming, qui met un peu tout ça, et j'ai vraiment suis tombé dedans assez rapidement aussi. Donc ça aussi, ça a, on va dire, euh, participé à cet élan et cette envie. En plus des documentaires que je regardais sur Arte, des voyages que je faisais avec la danse notamment, euh, là, partir en Grèce, partir en Italie, partir en Angleterre. Déjà, quand t'es un gamin de quartier qui a pas de thunes et qui est transporté à rencontrer d'autres personnes et faire des voyages, et là tu vois d'autres choses, tu t'ouvres l'esprit. En plus, quand tu as une passion qui est l'archéologie, même si c'est pas tout de suite une ambition et qu'elle se transforme par la suite en ambition, et aujourd'hui en profession, pareil, ça te pousse à t'ouvrir l'esprit et à, encore une fois, alimenter ta curiosité. Nous, on s'est connus à Londres. Ouais. Ton premier emploi après tes études, du coup, t'as commencé où? Commencé en France, à l'INRAP, qui est l'Institut national de recherche archéologique préventive. Alors, pour cataloguer un petit peu ce que c'est et définir ce qu'est l'archéologie préventive, c'est 90% de ce qui se fait en France et je dirais même dans le monde aujourd'hui, contre 10% d'archéologie programmée. C'est un peu les deux balances. L'archéologie préventive, en fait, on intervient avant les chantiers d'aménagement. Construction, pose de réseau, canalisation, grands travaux, parking, etc. Donc nous, en fait, on intervient sous forme de diagnostic archéologique. Donc on va venir creuser, si tu veux, un petit peu le sol pour voir s'il y a des vestiges archéologiques en dessous. Et s'il y en a, et ben là, on bloque effectivement le chantier. C'est ce qui fout un peu en rage, un peu en colère les aménageurs et les clients, hein, ce qui est totalement compréhensible aussi de leur point de vue, pendant un temps donné où on vient récolter le maximum de vestiges, d'informations avant que tout ne soit détruit. Aujourd'hui, il n'y a plus vous allez arrêter le chantier et on va plus le faire. Non, non, on le fait quoi qu'il arrive. On détruit, on sauvegarde. On fait ce qu'on appelle la sauvegarde par l'étude. J'emploie souvent cette métaphore-là. Imaginez que les archéologues aujourd'hui, c'est un petit peu des mecs qui viendraient sauver le maximum de livres d'une bibliothèque en feu. Et en fait, on essaie la bibliothèque va brûler quoi qu'il en coûte, et nous, on essaie de sauvegarder un maximum de livres. Voilà en gros ce qui se fait. Donc j'ai commencé en France au départ, ouais, tout à fait. Et après la France, l'Angleterre, où il y a eu une étape. Alors, après la France, j'ai fait la Suisse pendant plusieurs mois. Après, je suis revenu en France et après, je suis parti à Londres, effectivement. Et aujourd'hui au Luxembourg. Aujourd'hui au Luxembourg. Raconte-nous ta plus belle fouille, ta plus belle trouvaille, celle que tu as le plus appréciée en tout cas. Il y en a eu un max, hein. Bah, allez, Non, une. allez, celle qui m'a vraiment mis une claque la première fois, je dirais. Allez, je vais t'en citer deux. euh, qui sont vraiment chers. La première, c'était pendant mon stage professionnalisant, donc sur l'île de la Réunion, où le boss me dit demain on part chercher un pénitencier pour enfants en pleine jungle. Et là, c'était particulier pour plusieurs raisons. Déjà, comme je t'ai dit, le passé, on m'a toujours dit que ça allait pas allait être possible. Et puis, ben, le fait d'aller chercher en pleine jungle, à la Indiana Jones, à la Alan Quatermain, dans la jungle, un pénitencier pour enfants qu'on a trouvé
Et suite à ça, il y a eu une fouille archéologique et suite à ça, il y a National Geographic qui, a fait un article et cetera. Donc de se dire: «Tu as eu, toi, à ta petite échelle, participé à ça, c'est quand même fou». Et la deuxième, je dirais, c'est, mon 1er squelette. Alors c'est un peu morbide, mais c'est le premier squelette que j'ai fouillé. Il y a toujours des étapes dans la vie des archéologues et celle-là en fait partie, son premier squelette. Heu et c'était un squelette qui était particulier parce qu'il lui manquait, un bras, il lui manquait une partie des jambes, il lui manquait la tête. Mais à la place, de tout ça, il y avait un collier de perles et 2 chevalières en argent. Hmm. Et c'était fou de se dire ça, surtout qu'on l'a retrouvé vraiment à la toute fin du chantier. Et sur le plan, vestige archéologique, c'était déjà dingue. Et en plus de ça, c'était sur, le plan, on va dire, pas spirituel, mais moi, ce que ça m'a procuré en me disant, «OK, j'ai fait cette découverte-là. Même si je rentre dans un cadre professionnel, C'était je où fais cette ça? découverte-là». C'était où ce squelette? C'était en France. C'était en D'accord. France. C'était en France et c'était mon premier contrat pro, en fait. Donc ça rajoute encore une Dans quel dimension, tu coin? vois? Dans quelle région? En Bourgogne. En Bourgogne, hein. Donc vers Dijon, là d'où je viens, ouais. Et il Ouais. datait de quand ce squelette? C'était quelle époque? Il datait, donc on était, l'époque mérovingienne, donc à 9e siècle Ah ouais, de notre ère. ah ouais. Tu Ouais, remontes ouais, loin, donc tu ça remontes c'était, loin. Et ce serait ouais, ouais, ouais. quoi, maintenant que tu nous as dit ça, ce serait quoi ta fouille idéale, celle que tu rêverais de faire? Ce serait, je pense, de découvrir un genre de complexe funéraire ou de trouver, je sais pas, des thermes romains. Ça c'est ça c'est quelque chose que j'aimerais bien, fouiller aujourd'hui, ouais. Ouais, T'étais je en, pense que ce serait ça. t'étais en voyage en Égypte il y a pas longtemps, si je m'abuse. Ouais, 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 j'ai été en Égypte effectivement il y a pas longtemps et pareil, claque monstrueuse, C'était vraiment, inexplicable, faut le vivre. Non, première dans fois, c'était la première. c'était la première fois à Gizeh, ouais, j'ai fait Gizeh, Saqqara, Memphis, Luxor. D'accord. Et je dois admettre que Luxor, je pense que c'est celui qui m'a le plus charmé, le plus mis, en émoi et niveau émotionnel qui m'a vraiment, vraiment, fait quelque chose, vraiment. Ouais, comme tu sais, j'ai eu la chance moi aussi d'y aller, je crois en Ouais, 2015, donc c'était il y a quelques temps OK, déjà. J'avais fait aussi Gizeh, Luxor, puis j'avais fait une croisière en fait sur le Nil entre Luxor et Aswan. magnifique. Et Ouais. j'avais eu le privilège j'ai aussi fait l'effort d'aller jusqu'à Abu Simbel, donc dans l'extrême sud. Je te cache pas, il va falloir que tu retournes pour aller à Abu Simbel, parce que si Luxor t'a mis une tarte, Abu Simbel, il va t'en mettre deux. Mais non, Luxor, c'est incroyable aussi, dans la façon Mmh. dont... En fait, moi, ce qui m'a bluffé en Égypte, c'est tu voyages dans le temps, en fait. C'est tellement bien préservé. Exactement. Quand tu rentres dans des temples, le détail des hiéroglyphes, t'as l'impression Ouais. ils ont eu ce mérite hein, de préserver leur patrimoine Mmh. et incroyable, ouais. Donc, ouais, ouais, peut-être que tu nous découvriras une nouvelle tombe en Égypte ou Qui sait? ils ont tout découvert dans la vallée des rois déjà. Vallée des rois, Non, vallée ils des ont reins. encore fait des découvertes il y a pas longtemps, là. Ouais. Ils ont découvert, un pharaon, je sais plus quelle dynastie, hein, je suis pas assez calé sur le sujet, mais un autre pharaon il y a pas longtemps, là, il y a quelques mois, hein, c'est très récent, Et, très récent. et comment ça se passe? Comment tu irais atteindre ce rêve finalement? Comment on fait pour se retrouver dans des sites de fouilles en Égypte comme ça? Les plus prisés, à mon avis, hein, Ah, l'Égypte, Rome. ouais, ouais, ouais. Alors, ben, faut en fait, s'adresser en général au ministère, des Antiquités qui sont sur place, proposer un projet de recherche. Donc bien souvent, c'est en lien avec des universités ou des laboratoires et puis, bah, derrière, donner un financement, hein, parce que ça se finance, ça coûte cher. Surtout que, bah, c'est un petit peu l'eldorado, hein, les pays comme ça, donc je mets, avec ça, je mets, le Pérou, le Mexique, Rome, Athènes. C'est des pays, voilà, qui regorgent de vestiges archéologiques et qui font rêver encore, beaucoup de gens, dont moi, hein, faut pas se leurrer. Hem et voilà, il faudrait, voilà, faut un projet de recherche concret, et puis, bah, connaître les gens, qui sont sur place. Donc je connais, des gens, mais pas encore à ce stade-là. Peut-être ça viendra avec le temps, on espère en tout cas, mais c'est dans ma tête en tout cas de voilà, de pouvoir un jour aller fouiller en Égypte. J'ai des collègues qui l'ont fait, avec qui je m'entends très bien, pourquoi pas? Pourquoi pas un jour? J'aimerais bien en tout cas. Ouais, bah, on te le souhaite. Toi qui es maintenant dans ce monde de l'archéologie, qui a travaillé en Angleterre, en France, Luxembourg, entre autres,
toi qui viens de quartier, est-ce que tu Ouais, fais office d'exception? Tu vois d'autres personnes un peu issues des banlieues dans ton domaine? pas assez, pas assez. Il y en a quand même un peu ou Malheureusement, pas? c'est très minoritaire, hein. Franchement, je dois en connaître deux, maximum, deux, trois. Moins des cinq doigts de la main, tu vois. Donc non, pas assez. Pas assez typé déjà, de base, et qui viennent d'un milieu populaire, voire, ouais, genre, je te dis deux, deux, trois, Donc c'est vraiment. aujourd'hui, ceux qui font de l'archéologie majoritairement, hein, c'est plutôt des enfants de bonne famille, des milieux sociaux assez élevés, Ouais. euh, principalement, c'est ça? Largement, 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 parce que l'archéologie, c'est quelque chose que quand tu viens d'un quartier, c'est trop abstrait. À C'est quel sûr. moment on me dit, ouais, demain, t'inquiète. Déjà, est-ce que avant de sortir du quartier, t'as vraiment entendu parler qu'on pouvait faire des études en archéologie? Moi, pas. Je savais ce Non. que c'était l'archéologie, si tu veux, dans les grandes lignes, mais à aucun moment je me suis dit, tu peux devenir archéologue. Et au-delà de ça, c'est-à-dire que quand tu commences, tu dois te former toi-même tous les étés. Tu as des chantiers programmés, donc c'est ce que je t'expliquais. Il y a le préventif, ce qu'on fait à 90% du temps, et 10% programmés. C'est des chantiers qui sont dans la durée et qui vont rester en fait soumis à des programmes de recherche de Ouais, plusieurs ouais. années. Et en fait, il y a énormément de jeunes étudiants en archéologie, même avant, dès leurs 15-16 ans, qui commencent en fait à travailler dans l'été, un mois, 2 mois. Certains qui sont vraiment là-dedans. Toi, quand tu viens d'un quartier et que tu as deux frères et ta mère qui est toute seule, moi j'allais à Cora faire le ménage à 6 heures du matin, tu vois. Mhm. Je pouvais pas aller fouiller. La première fouille que j'ai faite, c'était en première année d'histoire de l'archéologie à la fin, c'était en 2017. Et tu vois, c'était la veille de mon départ à Rome. Donc le Donc principal, j'avais 24 ans. ouais, le principal frein, c'est le prix des études, parce que le chemin classique, faire des études d'archéologie, ça a un coût, c'est payant. Après, il faut C'est trouver des sûr. chemins, il y a peut-être des chemins Il y a des chemins dérivés de traverse toujours, de traverse. complètement. Ouais, mais le fait est que c'est toi qui dois te le faire. L'archéologie aujourd'hui, c'est un milieu, c'est un entonnoir. Il y a trop de place pour peu de postes. Et ça fait des années que c'est comme ça. Il y a eu une période où c'était un petit peu le plein emploi, il y a allez, sur les 3 dernières années. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et si t'as pas de réseau, t'es mort. Et beaucoup, j'en vois beaucoup sur LinkedIn, je suis aussi présent sur LinkedIn, mais j'en vois beaucoup sur LinkedIn qui sortent de l'université et s'attendent à ce que tout de suite, ils puissent avoir un poste fixe, un salaire, même un poste en soi, dans la région où ils sont, c'est impossible. C'est impossible. Non, on n'a pas tout de Aujourd'hui, c'est suite, impossible. on n'a pas tout de suite le Graal. Mais c'est clair, moi je pense qu'aujourd'hui, après, remets-moi sur terre si j'abuse un peu, mais tu fais un peu figure de référence pour les jeunes de banlieue de France dans le monde de l'archéologie. T'en vois justement des jeunes un peu issus de cités qui te contactent sur LinkedIn. Il y a un intérêt quand même. Ouais, il y a un gros, gros intérêt. Des parents aussi, beaucoup. Des parents de jeunes qui viennent de quartier. Mais oui, j'ai beaucoup de jeunes et issus de toutes parts. Et il y a aussi, en fait, si tu veux, les gens de quartier vont me dire qu'ils viennent d'un quartier quand ils me contactent. Les autres, non. Mais j'essaie de pas faire de différence. Et j'essaie d'aider tout le monde de la même manière. Si tu as besoin d'un tuyau, je peux t'aider, il n'y a pas de problème. D'un stage, les emplois, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, il y en a beaucoup ouais, qui viennent de, je dirais, ouais, une dizaine par mois. Vraiment, sans déconner. Ah, le truc qu'on se dit, enfin, je sais pas ce que t'en penses. J'ai l'impression qu'en banlieue, on se dit, du fait qu'on soit issu d'un milieu modeste, qu'on n'a pas beaucoup de sous quand on est jeune, nos parents n'avaient pas beaucoup de sous, même si c'est quand même en train de changer parce que nous, aujourd'hui, on a des situations qui font que, mais on a quand même encore des cités qui sont pleines, hein, avec des Mhm. gens en revenus très modestes. Est-ce qu'on n'est pas dans cette recherche finalement d'avoir des emplois qui rémunèrent bien? Et moi, quand je pense archéologie, peut-être que je me trompe, je me dis ouais, c'est ce genre de métier passion, mais à la fin, t'es pas bien payé, quoi. C'est tout à fait vrai. Tout dépend où tu te trouves. Quand on était à Londres, par exemple, et qu'on s'est rencontrés, la paye, elle était horrible. Mon salaire, et je remercie ma femme qui était avec moi, qui elle nous sortait un petit peu de ça. Hmm. Mon salaire finançait le loyer.
J'étais payé 1700 pounds, 1800 pounds et le loyer c'était 1700. Ouais. Donc c'était compliqué. Heureusement qu'elle était là. Mais pareil, la première fois que j'ai bossé en France, j'ai été payé 1290. Je me rappellerai toute ma vie. Ma mère couvre ma fiche de salaire qui me dit, mais c'est ton salaire à la semaine, ça? Et je la regarde, je fais non, ça va être au mois. Donc il a fallu, si tu veux, pour avoir un salaire aujourd'hui correct, confortable, on va rester sur ce mot confortable, c'est-à-dire pas trop, plus trop compter et se faire plaisir si tu as envie de te faire plaisir, tu vois. J'en parlais avec des amis à moi qui sont pas du tout dans le milieu de l'archéologie et qui me disaient, qui m'ont vraiment connu quand j'étais rien et que je faisais rien et que j'avais pas de thunes, et ils me disaient, ça fait plaisir aujourd'hui de voir que tu ne manques de rien et que tu peux te faire plaisir et t'acheter ce que tu as envie. Que c'est des gens qui m'ont hébervé pendant que je faisais mes études aussi, tu vois. Bah, heureusement qu'il y a des Aujourd'hui, amis. tout à fait. Mais tu vois, il y a eu des embûches, mais il a fallu encore une fois, et ça rejoint et rebondit ce que je te disais par rapport aux jeunes qui aujourd'hui pensent que, ben, ça fait peut-être ancien de dire ça, mais c'est la vérité. Tu sors, t'as un taf bien payé, t'as un CDI, c'est impossible. En archéologie, c'est impossible aujourd'hui. Il faut que tu passes par des embûches, il faut que tu passes par, il faut galérer un peu. Tu sors pas de Dijon et t'as du taf tout de suite à Dijon, c'est pas comme ça que ça se passe. Moi, je suis parti, j'ai dû partir en Italie, j'ai dû partir loin pour trouver aujourd'hui une situation qui est, qui est très confortable. C'est très très top, je suis content pour toi. Donc pour donner un peu un Merci. ordre d'idée, un archéologue, allez, ça fait 15 ans qu'il roule sa bosse, on va dire, il a fait un bon parcours cohérent, il a bien évolué, il a fait les bons choix. Il peut gagner combien par mois? Alors là, ça dépend où, Ça dépend du pays ça dépend si totalement, hein. Mais tu... en France, on va dire, C'est on va ça. rester sur la France. Franchement, 15 ans, on roule sa bosse. Allez, si on part du principe qu'il est en CDI, il peut avoir, je sais pas, 1008, 1009, 2000 euros peut-être net. Ah, c'est pas énorme, hein. Après 15 ans, Pas énorme, hein. Pas énorme. pas énorme. Et dans une destination un peu plus, je sais pas, on va dire la Suisse par exemple. La Suisse, au même timing, enfin au même délai, Ouais, au même délai, ouais. quelqu'un qui a roulé, voilà, il peut avoisiner les, je sais pas, 9000, 10 000, facile. Ouais, bah après le coût de la vie est plus cher en Suisse aussi. Mais C'est quand même, ça. mais quand même, mais quand même. Mm, mm, mm. Il n'y a pas des moments dans ton parcours où tu t'es dit, je laisse tomber l'archéologie pendant tes études ou quand tu as commencé à bosser. Ah, si, à Londres. À Londres, c'était vraiment à un moment donné, Donc c'était assez récent au final. ouais, à un moment donné, j'étais là, j'étais, mais attends, en fait, c'était insoutenable parce qu'il y avait aussi un contexte, c'est la façon dont j'ai été traité à un moment donné sur certains sites à Londres. J'étais plutôt avec un bac+5, certes, un master, valable aussi en Angleterre, mais on me faisait faire des tâches de manœuvre. Et je supporte pas ça, tu vois. Si on me demande de prendre mon cerveau, de le poser et de faire que des trucs manuels, c'est un truc qui me sort par les yeux. Si tu me laisses pas participer, si tu me stimules pas de façon scientifique, parce qu'on est des scientifiques, les archéologues, avec une démarche scientifique qui sert à participer et à justement avoir une méthodologie qui fait qu'on fait avancer la recherche, et ben moi je peux pas. Donc t'additionner à cette période-là le mauvais temps, plus le salaire, plus euh, le coût de la vie là-bas, plus la façon dont tu étais traité, c'était compliqué. Je me suis dit, vas-y, qu'est-ce que je vais faire de... Est-ce que je persévère ou est-ce que je m'arrête là? Et puis, bah, ma femme m'a beaucoup aidé là aussi, mais à un bout d'un moment, je me suis dit, vas-y, continue, t'as un visa d'1 an que t'as payé toi-même, tu bosses quand même, au-delà de ça, au Museum of London Archaeology, qui est quand même un institut prestigieux. Et puis, dis-toi que cette transition-là, c'est vraiment provisoire. Et ça s'avérait vrai, puisque plus tard, juste après ce site-là, je suis allé dans un site incroyable, et j'ai fait 2 autres sites incroyables, et là, j'ai été vraiment, on va dire, participé. Et ça, c'était chouette. Est-ce qu'il n'y avait pas une forme de test de leur part? C'est possible aussi, tu vois. Avec le recul, je me dis que c'est faisable. C'est probable aussi. Mais aujourd'hui, moi, ça m'a aidé et ça m'a ouvert des portes que j'aurais jamais pu ouvrir si j'étais resté en France. Ça, c'est une certitude. Bah oui, avec C'est pas là où je suis, en tout cas. bah ouais, mais avec le perfectionnement de la langue anglaise, j'imagine t'as level up, hein, t'as dû monter d'un niveau là-bas en anglais. Monstrueux, monstrueux, dans le sens en plus où quand nous on s'est quitté, donc au mois d'août, je quittais le territoire en décembre, et en octobre, j'avais le Luxembourg, la Suisse, le Canada, l'Amérique et l'Arabie Saoudite.
Ah, qui me voulait. et pourquoi le Luxembourg alors? Qualité de vie? Alors, qualité de vie, oui. Euh, la marge de progression est plus intéressante. On reste dans un domaine aussi qui nous ressemble. Ma femme voulait aussi rester proche de sa famille et moi aussi avec le temps qui passe. J'ai que ma mère aujourd'hui et Ouais, mes frères aussi. Donc il y avait aussi ce côté où voilà, on prend la voiture en 3 heures, on est à la maison. Enfin, on part voir la famille et vice versa. J'ai 32 ans aujourd'hui, j'arrive à un âge aussi où il faut savoir se stabiliser, se poser, et le Luxembourg offre aussi cette possibilité-là. Et en fait, par rapport à tout ce qui était proposé, le Luxembourg offrait le contrat le plus long avec le plus d'avantages. Aujourd'hui, j'ai une voiture, j'ai une carte essence, c'est enfin une voiture qu'on me passe, hein. Bah, bien sûr, de fonction. alors, bah, eux, c'est plutôt service, mais je veux dire, ça m'est déjà arrivé de faire la demande et de l'utiliser comme je veux. Et ça, tu vois, c'est super. C'est vraiment en fait, si tu veux, par rapport à la je vais mettre la France parce que c'est celui que je connais aussi bien avec l'Angleterre et le Luxembourg aujourd'hui. Le Luxembourg met vraiment, des moyens pour que tu sois, bien dans ta tête et dans ton taf. Plutôt l'inverse, bien dans ton taf, donc dans ta tête. Tu pas de souci, tu vois? J'ai eu, enfin tiens, je te on en parlait en aparté, j'avais un accident de voiture, un pare-brise à refaire, je vais au garage, c'est l'assurance, de la société qui prend en charge, tac tac, toi tu payes rien, tu passes, tu reprends, tu passes, tu reprends et tu reparti et ça c'est génial. Tu as le matos qu'il faut, tu fais une demande, tu l'as, tout sujet à des discussions bien entendu, mais je veux dire beaucoup moins fermé, beaucoup moins fermé. Ça c'est le constat que j'en tire, c'est beaucoup moins fermé. Et sur quel genre de fouille en ce moment, sans nous donner les détails confidentiels, hein, c'est quel genre de site sur lequel tu cherches? Eh ben écoute, ça dépend. Là, actuellement, je suis proche d'un château médiéval, un château fort vraiment. Pas trop en dire plus évidemment, mais je suis Bien proche d'un sûr. château médiéval. Où est-ce que j'ai été? J'ai trouvé aussi un site où, là, c'était plutôt Seconde Guerre mondiale, donc super intéressant puisqu'on a la frontière avec l'Allemagne, la Belgique, au Luxembourg et la France. J'ai aussi, âge du fer, donc époque de Jules César. Un d'âge du fer, donc à ce niveau-là. On peut remonter jusqu'à la préhistoire, Et mais en ce moment, voilà. C'est, c'est toi qui propose ou c'est on t'envoie sur ces sites? on m'envoie sur ces sites, effectivement, et en fait, c'est l'État qui dit demain, vous allez fouiller ici, vous allez fouiller là. Et nous, en fait, on est des opérateurs de l'État, agréés par l'État, et on vient en gros faire les opérations, faire les diagnostics, faire les suivis archéologiques, faire les fouilles archéologiques et les recherches qu'on nous demande. D'accord. Une question, je voudrais un peu confronter ton avis avec le mien. La civilisation qui te fascine le plus, toi. Romaine, Ah ouais. romaine, romaine et sumérienne. Romaine parce que j'ai vécu à Rome et que ça m'a mis une gifle vraiment, vraiment, vraiment monstrueuse. Comme je t'ai dit, d'avoir des cours au Colisée, dans des sites, visiter des sites comme Pompéi, comme le Vatican, aussi. Enfin, c'est des choses qui sont inoubliables, surtout dans la période où j'étais, en plus en tant qu'étudiant. Et la civilisation sumérienne, parce que c'est une civilisation qui, malheureusement, en France, je trouve, à Dijon, moi, quand j'ai commencé à étudier l'archéologie, euh, l'apport actuel, enfin l'apport qu'elle nous a laissé, est complètement, si tu veux, elle passe complètement à la trappe par rapport à ce que on nous a souvent dit, c'est hérité des Grecs et des Romains. Mais avant, il y avait les Sumériens, il y avait les Assyriens, il y avait ces périodes-là qui nous ont laissé, bah, tu vois, l'ancêtre des pyramides, les ziggourats, euh, les premières traces de civilisation et d'écriture, ces choses-là. Et si C'est tu veux, pas... euh, Vas-y, vas-y, je te laisse terminer. moi, si tu veux, j'ai vraiment été bercé avec, enfin bercé, j'ai vraiment kiffé avec ça, tu vois, on parle de l'Arche de Noé, il y avait déjà des légendes de l'Arche de Noé, ce qu'on appelle les tablettes d'argile de la bibliothèque de Nice, les trucs comme ça, les sites comme Babylone, les choses comme ça, moi ça m'a retourné le cerveau et je me suis dit, mais attends, mais pourquoi on n'était pas au courant de ça avant? Et il faut aller dans des petits instituts, notamment Paris, ou des grosses universités telles quelles,
pour avoir connaissance et étudier. Et moi, j'en ai vraiment pris conscience à Rome, où j'avais archéologie du Proche et du Moyen-Orient, et là, c'est parti, quoi. Et là, je me suis dit, mais c'est un truc de fou ce qu'on nous a pas dit. Je suis d'accord avec toi sur les Sumériens, pour la seule et bonne raison que c'est l'une des plus anciennes connues, dont on connaît le plus de choses. Il y en a une dont j'ai Mhm. oublié le nom aussi, je crois. Ils ont trouvé encore plus vieux, non? En Inde, je pense, ou Oui, j'en ai entendu parler. J'en ai j'ai entendu oublié le parler, mais nom. j'ai plus le nom également. Ouais, Mais mais je vois ce que tu vois. donc effectivement, là, quand tu parles de Sumer, les récits de Gilgamesh, tout ça, dans lesquels il parle, Exactement. il y a un récit très similaire à l'Arche de Noé. Donc tu sais pas Ouais, finalement, est-ce que c'est un truc qui s'est vraiment passé, donc les religions relatent et que eux aussi relatent, ce qui ferait sens. Si ça s'est vraiment passé, que ça a marqué une époque, est-ce que les mhm. religions se sont inspirées du récit de Gilgamesh? Est-ce que voilà, donc ça c'est, on va pas débattre de ça, mais c'est vrai que Sumer avec les tablettes, c'était cunéiforme, non, leur écriture, je crois. Exactement, ouais. On a retrouvé et puis après t'es en quoi? T'es en -4000, -5000. On est dans ces eaux-là, ouais. Ce qui est incroyable, en fait. C'est fou. Après, t'as les Égyptiens qui arrivent en -3000, -2500, Ouais, les, ouais, ouais. les premiers empires d'Égypte. Sauf que eux, ben, on a beaucoup plus de choses et de. Donc ouais, mais ma question, elle est volontairement un peu piégeuse. C'est dur d'en choisir que une. Très, Je t'ai très dit, difficile. moi aussi, j'aime beaucoup ces choses-là. Que l'Égypte, c'est fascinant. Rome, je sais pas, Rome, ça m'a toujours un peu moins fasciné, même si Mhm. c'est grand, hein, c'est grandiose ce qu'ils ont fait, l'Empire, etc. Plutôt la Grèce antique entre Ouais. Rome et la Grèce, tu vois. Je sais pas ce que t'en penses. Et bah après, voilà, c'est relatif à, c'est propre. Moi, c'est vraiment parce que j'ai vécu là-bas. Si j'avais vécu à Athènes, je pense que ça aurait été aussi la Grèce. Mais c'est vrai que les T'es allé à deux. Athènes du coup ou pas? Ouais, j'ai été Ouais. à Athènes en fait dans le cadre je faisais une expédition en voilier sur la mer Égée. Ouais, Enfin, en mer stylé. Égée pendant 2 semaines. Et je partais de l'Avrio, donc quel port d'Athènes. J'avais passé 2, 3 jours à Athènes avant. Et en fait, on remontait toute la mer Égée avec des petites îles. Et puis, on recensait les sites archéologiques qu'on trouvait. Et c'était chouette. Et on finissait à Thessalonique. Et on apprenait en plus à comment dire? Ouais, à conduire un voilier. Mais voilà, les petites méthodes comme ça, apprendre à naviguer du moins. Ouais, moi je suis allé aussi, j'ai eu la chance, ben, avant d'avoir des gamins, parce qu'après c'était devenu plus compliqué. Moi j'ai pas mal voyagé et j'étais toujours dans mes vacances d'ailleurs d'allier le côté repos, plage avec le côté visite de sites touristiques. Mm, Moi c'est plus je vois du monde, plus je crois qu'on a ce point en commun de chercher un peu les origines. Tu vois, de comprendre le ex- passé, c'est comprendre notre présent et notre futur aussi. exactement. Et c'est dingue, comme il y a des civilisations, toutes les civilisations ont apporté quelque chose. En vérité, Ouais. si on regarde bien. Mais c'est vrai qu'il y en a certaines qui ont fait des pas de géant, dans les avancées. Ah bah, il y en a, c'est monstrueux. C'est monstrueux à l'échelle humaine. C'est incroyable. Vraiment, Ça, je vais te poser c'est impressionnant. une petite question piège. Un grand débat. Les pharaons, blancs, noirs, typés européens, typés arabes, typés éthiopiens, ou ça dépend des époques? Ça dépend des époques, forcément. Ça dépend des époques, forcément, parce que il y a eu des mélanges à des périodes qui étaient incroyables, tu vois. Il y a eu un film sur Netflix sur Cléopâtre qui avait fait beaucoup de buzz et pas bon, parce qu'elle était noire. Elle était noire, Euh, l'actrice, ouais. sauf que Cléopâtre est grecque. C'est une descendante d'un des Diadoques, donc qui est de l'époque d'Alexandre le Grand, qui lui-même était macédonien, donc plutôt à l'est, donc Grèce, Macédoine actuelle. Donc pas logique, tu vois. Il y a eu des pharaons noirs aussi, et c'est une civilisation qui s'appelle la civilisation de Kouch, qui est plutôt au Soudan, euh, et qui a vraiment existé, qui a été euh, qui a surfé, qui a dominé l'Égypte qu'on connaît actuelle pendant
à peu près un siècle, un peu plus. Et puis, ben, on a les Égyptiens qu'on connaît aujourd'hui, les héritiers, voilà, de tout ce mélange romain, maghrébin, arabe, ottoman, européen, qui sont aujourd'hui hérités de cet âge-là. Donc, à chaque époque, il y a eu, si tu veux, une majorité, une minorité et des influences, qui soient méthodologiques, technologiques et ethniques, hein, malheureusement, qu'on le veuille ou non. C'est clair. Mais après, quand tu vois, c'est vrai, hein, quand tu regardes certaines, des bustes, des statues, je sais pas si on peut appeler ça des statues, Mhm. tu dis Tu que, peux, tu peux. tu peux quand même te dire, ça ressemble là à un Africain, tu vois, à un noir Bien sûr. africain. Après, certains vont te dire non, c'est juste que le matériau qui a été choisi est noir. Mais franchement, il y a des trucs qui trompent pas. Après, bon, il y a plein de théories Mhm. sur le fait qu'il y a des plein de nez qui ont été cassés. Oui. Bon, ça, c'est peut-être tout simplement l'usure du temps, j'en sais rien, tu vois, ou des pillages. Mais Plus facile à casser, disons. c'est C'est plus, le premier truc qui part, en fait. c'est le premier truc à casser, à Parce que, emporter. Ouais. regarde, les doigts, c'est pareil, en fait, dans les sculptures, ce qui part, c'est les choses les plus fines et les plus loin du bloc. Donc, nez, main, c'est bon ce qui part. Je vais te poser, on approche de la fin de ce podcast, je vais te poser une question encore plus piège. Est-ce que faire des fouilles comme ça, déterrer des corps, est-ce que c'est éthique finalement? Et si ça ne l'est pas, comment toi tu te mets bien dans ton esprit par rapport à ça? Et quelles sont tes C'est limites? une super question et je t'en remercie. On a souvent ce débat entre archéologues et grand public. Parce que j'ai lu un paquet de commentaires, laissez-les reposer en paix, vous êtes des fossoyeurs, des profanateurs. Tomb Raider. Sauf que, c'est ça, sauf que, en fait, nous, comme je t'ai dit, on fait de l'archéologie préventive. Donc, si nous, on n'intervient pas avant de fouiller ces squelettes et leur redonner un petit peu de dignité et voire de euh, les remettre dans un contexte historique, il y a un bulldozer qui vient et là, il savate tout. Donc, éthiquement, moi, je me sens en fait aligné avec ce à quoi je pense et je me dis, je préfère leur redonner un peu de dignité. Au-delà de ça, sinon, on passe pas, comme je t'ai dit, il y a un bulldozer qui vient et qui rafale tout. Donc, éthiquement, je suis complètement aligné avec ce devoir de mémoire, en fait. Et la Ouais, limite, si tu veux, pardon de te couper, la limite, ce serait, et ça m'est déjà arrivé, c'est de fouiller le squelette d'un enfant. Ça, c'était compliqué. Sur le plan moral, c'était compliqué. Parce que tu te dis, ça devrait pas être là. Pas de cette taille-là, pas de cette physionomie-là. Ça, c'était plus compliqué. Mais sinon, sans problème. À Londres, j'ai terminé mon, mon contrat sur une immense nécropole, donc un cimetière proche d'une église. Et ça rentrait dans le cadre d'un projet urbain où si nous, on n'intervenait pas, je pense qu'il y a dû avoir 200-300 squelettes, ils auraient tous été défoncés. Et en plus, on a réussi parce qu'ils avaient des plaques mortuaires, on a réussi à remettre leur nom, relire leur nom et pouvoir euh, rappeler entre guillemets les familles, leur dire bah voilà, on a trouvé tel et tel et tel et faire des liens directs. Et ça, c'était extraordinaire. tu sais, quelque part, je me dis que j'ai quand même l'impression que globalement, en fonction des religions, même les rois catholiques, les héros de l'islam, malgré tout, quand tu regardes bien, ils sont quand même bien enterrés aujourd'hui. C'est-à-dire, ils sont dans des tombes, soit à la basilique de Saint-Denis, tu sais, pour les rois catholiques, ou pour les grands héros de l'islam, à Médine, par exemple, ou en Mhm. Irak. Je me dis peut-être quelque part, le destin fait bien les choses. C'est-à-dire qu'il y a quand même un respect, tu vois. Ce que je veux dire, nous, enfin moi, en tant que musulman, de prophètes ou des grands compagnons comme ça, ils sont finalement pas exposés dans un musée comme pourrait l'être Ramsès II. Mhm. Et puis est-ce que Tout à Ramsès fait. II, finalement, c'est pas sa destinée aussi, quand tu connais son histoire, tu vois, de son vivant, de vouloir être immortel Mhm. dans les esprits? Bah aujourd'hui, sa momie, elle est super bien conservée. J'ai eu la chance de la voir au musée du Caire, toi aussi, je pense. Ouais. Euh, Finalement, est-ce que c'était pas ce qu'il voulait, tu vois, d'être exposé comme ça, Bah, que tout le monde le voit tout le temps, que tout le monde parle de lui? À l'inverse, je trouve que les rites religieux, pour ceux qui avaient une religion forte, comme le catholicisme ou l'islam, finalement, ils sont plutôt respectés. à ce niveau, tout à fait, hein. Tout à fait. Après, comme je t'ai dit, je pense que c'est des mesures qui ont été prises pour, et c'est là où c'est intéressant. Mais
demain, justement, on sera bien content de retrouver les archéologues dans ce cas de figure, parce que ça nous a permis de faire des découvertes spectaculaires sur des âges dont on se serait jamais douté, par exemple. Les squelettes, des hommes préhistoriques qui nous ont, précédés, mais là je te parle en milliers d'années, en centaines de milliers d'années. Bah, aujourd'hui, on a connaissance de ça grâce à ce type d'archéologie que nous on pratique et ces interventions que nous on fait. clairement. C'est lié et effectivement il y a une éthique à avoir, mais l'éthique quand tu sais, pourquoi tu l'as fait, je pense qu'il faut surtout être aligné. Et je sais qu'effectivement à Londres, on m'avait dit, voilà, il y a des squelettes, il y a des sépultures, si jamais, hem, tu pas obligé d'y aller. Mais, moi j'y tenais parce que c'est un devoir de mémoire et puis c'est quelque chose que j'aime faire. Ça peut paraître très bien particulier de dire ça, mais ça fait partie de mon métier et je l'exerce à 100 quand je suis dans le vif du sujet. Et alors attention, on le respecte. On met pas des coups de pioche, dans sa tête. On fait les choses Ah bah proprement. déjà, il faut pas le détériorer, à mon avis. Vous en avez besoin hein, C'est ça. Exactement. Exactement clairement, et déjà. toujours par contre, toujours dans le respect. Ça, c'est obligatoire. C'est bien que tu le précises. En tout cas, je crois qu'on aimerait bien, on est beaucoup à, on rêverait d'avoir des métiers passion comme toi. Je crois qu'on est une grande majorité de personnes à faire des métiers moyennement intéressants ou auxquels on s'habitue et qu'on fait parce que voilà, ça rapporte bien ou qu'il faut le faire. Et il faut bien remplir le Mmh. frigo. Toi, tu as cette Bien sûr. chance, tu t'es passionné, tu vis de ta passion. C'est bien, tu as travaillé dur pour. Le parcours n'a pas été simple, tu l'as dit. Donc encore un grand bravo à toi. Merwan Merci beaucoup. Chétir, fait des délicieux posts sur LinkedIn pour nous parler Merci. d'archéologie. Il en fait pas suffisamment à mon goût, mais c'est ce qui rend aussi la beauté de la chose, hein. Quand il y en a moins, on apprécie d'autant plus. Je te laisse le mot de la fin, Merwan. Bah, merci Nilali, pour l'invite, hein, c'est toujours un plaisir. Hem, je vais essayer d'en faire plus. Je vais essayer d'en faire plus. En tout cas, merci pour l'invite du fond du cœur. Gros big up à ce que tu fais depuis, ben, on va sur, la 3e année qu'on se connaît, donc gros big up là-dessus. J'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver sur Paris ou ailleurs, qui sait? Et puis, Bientôt, lâche bientôt. rien, en tout cas de ton côté et force et surtout, reste authentique. C'est ce qui, fait ton charme et ce pourquoi on t'aime. Merci beaucoup, Merwan. Authentique et éthique, comme ce podcast. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous au prochain épisode. Merci beaucoup, Merwan, et à bientôt. Merci.